On me dit, mais madame, foutez-nous la paix avec votre clitoris, c'est cérébral, c'est cérébral. Mais alors pourquoi exciser 130 millions de femmes dans le monde? D'abord, je vous remercie. Je suis ravie d'être chez les Ernest pour vous parler d'une chose redoutable et redoutée, qui est le plaisir sexuel féminin et le clitoris. Le clitoris est probablement la terreur des Homo sapiens, car il faut savoir que 130 à 140 millions de femmes sont excisées dans des conditions épouvantables. C'est-à-dire qu'on leur sectionne le clitoris, quelquefois une partie des organes génitaux externes, des petites lèvres. Il faut savoir également que, à l'heure où je vous parle, au moment où je vous parle, 4 petites filles, 4 bébés, 4 jeunes filles sont excisées à la minute. Et que 10 à 15% d'entre elles vont décéder dans les heures qui suivent et parfois dans le mois qui suit d'infection ou d'hémorragie cataclysmique. Donc, et ceci depuis la nuit des temps, puisqu'on a retrouvé des momies qui étaient excisées. Donc en Occident, on a fait moins sanglant, mais on n'a pas fait moins sournois, car le clitoris a été un organe complètement oublié des traités d'anatomie. Quand il était traité de façon erronée. Et moi, je me rappelle, quand j'ai fait ma gynécologie, c'était 2 petites pages vite expédiées, puis du reste, on ne l'apprenait pas parce qu'on n'était jamais interrogé dessus, puis en fait, tout le monde s'en foutait. Et en fait, je travaille avec le docteur Pierre Foldès, qui est spécialiste de la réparation des mutilations sexuelles et qui a mis au point une technique pour réparer le clitoris de ces femmes affreusement mutilées. Et le docteur Pierre Foldès me dit toujours, en Occident, nous avons nié, oublié, nous avons excisé mentalement le clitoris. Alors, je dois vous dire également que la médecine sexuelle féminine n'existe pas. Pratiquement pas, est à ses balbutiements. Et je vais vous donner 4 dates. La première date, c'est 1998. C'est la première fois où une équipe australienne décrit vraiment ce qu'est un clitoris avec une dissection validée. Mais je vous ferai remarquer que 98, c'est aussi la date d'arrivée du Viagra sur le marché. Donc les hommes avaient déjà le traitement de leur fonction sexuelle, disait Rectil, que nous, les femmes, ne savions même pas encore comment nous étions faites, y compris les gynécologues. La deuxième date, c'est 2005. C'est la première résonance magnétique du clitoris. 2005, c'est il y a 5 ans, c'est très très peu. 2008, avec le docteur Pierre Foldès, on fabrique des coupes échographiques en 3 dimensions du clitoris. Et en 2009, au sacrilège, on fait une échographie du clitoris durant le coït. Donc là maintenant, après ce long préambule, je vais vous montrer quelques images. Alors tout d'abord, l'image du clitoris. Alors, je vous ai épargné les images de dissection anatomique qui ne sont pas très, très jolies. Alors, comme vous voyez, le clitoris n'est pas simplement ce petit bouton que vous pouvez voir ici quand on déplisse une vulve, qui peut être rose, violacé ou congestif en fonction de son état d'excitation sexuelle. C'est un organe bien plus large que ça. Il est constitué d'une double arche. Vous voyez, cette première arche s'appelle les corps caverneux. Ils peuvent faire 12 à 15 cm. La deuxième arche, c'est l'arche bulbaire, ce sont les bulbes qui enserrent partiellement le vagin. Ici, c'est le vagin. Là, ces 2 arches se rejoignent. Il n'y a pas d'échange tissulaire, il n'y a que des échanges vasculaires et naturellement des échanges hormonaux, des échanges de neurotransmetteurs. Notre zone d'intérêt, c'est ici. Cette zone-là s'appelle la racine du clitoris. Et vous voyez qu'entre la racine du clitoris et le vagin se trouve l'urètre, avec des petites glandes paraurétrales qu'on appelle les glandes de Skene, qui ont été redénommées prostate féminine, mais qui sont plus ou moins développées parce qu'en fait, là, il y a une très très grande variabilité chez les femmes. Donc, retenez bien cette zone, cette double arche, qui est l'arche, en fait, qui est la zone d'intérêt pour les échographies que nous allons voir ensuite. Alors maintenant, on a tendance à ne plus appeler, à ne plus considérer le clitoris comme étant un organe unique, mais on a tendance à parler de l'organe urétro-vaginal, vu l'interdépendance de ces organes entre eux. Alors,
Avec l'échographie, on a appris beaucoup. On a appris que le clitoris était mobile. Moi, je n'avais jamais remarqué que mon clitoris bougeait, ni celui des autres du reste. Et en fait, quand vous demandez à une patiente de contracter le périnée, et vous savez que la contraction périnéale est très importante dans la sexualité, parce que lorsque vous avez une pénétration de votre partenaire, vous avez une contraction réflexe des muscles périnéaux. Lorsqu'il y a des mouvements de va-et-vient du phallus, la femme, quelquefois, enserre son vagin autour du phallus pour mieux sentir, pour mieux augmenter ses sensations. Et lors de l'orgasme, vous avez des contractions répétitives et réflexes des muscles releveurs de l'anus. Alors ici, je vous montre deux mouvements de clitoris qui sont importants. Ici, c'est le gland. Là, c'est le raphet. Et là, c'est les corps caverneux. Le vagin serait par là et la dame serait les jambes en l'air comme il se doit. Donc ici, c'est la symphyse. Vous avez la symphyse ici. Là, vous avez la coupe des corps caverneux que vous retrouvez là. Et ici, le gland. Et vous voyez que quand il y a une contraction périnéale, le gland est poussé en avant et les corps caverneux se télescopent. Et en fait, le gland est poussé en avant et descend un petit peu parce qu'il va venir frotter contre le pénis lors de la pénétration vaginale. Le deuxième mouvement important, c'est celui-là. Alors, je vous montre ici. Ici, vous avez le gland, vous le trouvez un petit peu là. Là, c'est le raphet, on l'a un peu là. Et là, c'est la longueur du corps caverneux. Et vous voyez que quand la dame contracte, eh bien, le corps caverneux vient s'appliquer contre la paroi antérieure du vagin. Donc, quand les dames disent qu'elles ressentent quelque chose de particulier sur la partie antérieure du vagin basse, il faut les croire, parce que derrière, il y a le clitoris. Mais ça, on ne peut pas le voir sur un cadavre. On ne le voit qu'en pénétration ou que lors des mouvements périnéaux. Donc, ce fameux point G qu'on n'a jamais trouvé sur des cadavres, sur des résonances magnétiques nucléaires, on peut penser qu'elles ne racontent pas des bêtises quand elles disent avoir une sensation de plaisir particulier à ce niveau. Alors après, on a fait des pénétrations. Voilà. Là, je vous remontre notre zone d'intérêt de tout à l'heure, les corps caverneux et les bulbes ici. Là, les petits trucs noirs, ça s'appelle les plexus de Cobelt, c'est des veines clitoridiennes. Et ici, c'est la phalange. On a demandé à la patiente de frotter la partie antérieure de son vagin la plus agréable, son point G, si vous voulez. Et on voit très bien que lorsqu'elle fait des contractions volontaires, eh bien, la racine du clitoris vient s'adosser sur son doigt, par l'intermédiaire du vagin. Donc, il faut savoir que cette zone est riche en neurotransmetteurs et riche en terminaisons neurosensorielles. Donc, là encore, il ne faut pas faire l'étonner si la partie antérieure basse du vagin est agréable, puisque juste derrière s'adosse le clitoris. Alors ensuite, on s'est un peu enhardi et on a fait un coït. Alors là, je vous remontre cette image-là d'abord. De reconstitution volumique, c'est une image qui appartient au docteur Pierre Foldès et qui me l'a prêtée pour l'occasion. Vous voyez bien que quand le doigt accroche la paroi antérieure, eh bien, il y a des phénomènes mécaniques, mais on peut penser qu'il y a des phénomènes vasculaires, des phénomènes glandulaires, des phénomènes neurologiques. Il se passe quelque chose dans cette région-là. Il se trouve qu'on ne sait pas encore bien quoi. Alors, ensuite, donc, nous avons fait une pénétration coïtale. Alors, je vous montre. Ça, c'est le monsieur. Et ça, c'est la dame. Alors, vous avez la coupe de la verge, le corps spongieux, les deux corps caverneux. Et là, vous retrouvez les corps caverneux du clitoris. Vous retrouvez les plexus de Cobelt, les petites veines. Les bulbes sont écrasés par le pénis. Et vous voyez que le clitoris est complètement écarté et complètement stimulé lors des mouvements d'aller et venue de la verge. Et vous voyez aussi commence un petit peu à augmenter des volumes parce qu'il y a des phénomènes vasomoteurs qui vont faire que le clitoris va quasiment doubler de volume. Donc là encore, la verge est bien dans le vagin. Le vagin est à peu près ici, on ne voit pas très bien. Mais derrière, s'adosse le clitoris. Donc, il ne faut pas faire l'étonner si ça fait du bien à ce niveau-là, quoi. Donc, il faut savoir que les femmes décrivent deux types d'orgasmes. L'orgasme clitoridien, par stimulation externe du clitoris et par cunnilingus,
et l'orgasme vaginal. Dit vaginal parce qu'en fait, vous voyez bien que même si la verge est dans le vagin, c'est tout de même bien le clitoris interne qui est stimulé. Et l'orgasme vaginal est décrit comme un orgasme qu'on peut obtenir par pénétration sans stimulation concomitante du clitoris. Il est réputé être plus voluptueux et plus intense. Mais ce sont des perceptions. On ne sait pas si ces orgasmes sont en fait différents ou si l'orgasme vaginal est simplement plus important que l'orgasme clitoridien. Alors, naturellement, nous savons très bien que tout ne passe pas par le clitoris et que l'orgasme, c'est un phénomène cérébral. Et une équipe hollandaise a fait une résonance magnétique nucléaire chez des femmes. Alors, je vais vous montrer. Il peut s'arrêter. Voilà. Là, je vous montre la reconstitution. Encore une image prêtée par le docteur Pierre Foldès. Et vous voyez que quand même, sur la partie antérieure du vagin, vous avez des modifications dynamiques du clitoris. Vous avez probablement des phénomènes vasculaires, neurologiques. Tout ça reste à étudier, car tout ça, c'est la grande inconnue. Nous avons démontré les modifications dynamiques du clitoris, mais il n'y a aucune recherche encore là-dessus. Tout simplement parce que la médecine sexuelle féminine n'existe pas. Alors, j'en viens à mes résonances magnétiques nucléaires. Celui-là non plus ne peut plus s'arrêter. Voilà. Ça, alors, c'est plus compliqué que ça. Je vous ai choisi 2 coupes cérébrales sagittales, c'est-à-dire passant par le milieu, par le nez. Le petit point qui est ici, c'est un petit point qui est situé au niveau du cervelet, d'un noyau du cervelet, et qui va commander la contraction réflexe des releveurs de l'anus. Ça, c'est un vrai orgasme parce qu'il n'y a pas d'allumage dans le cortex. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lâcher-prise, pas une perte de connaissance, mais vous savez, la petite mort que décrivent tous nos écrivains. Et ça, c'est madame qui simule. Parce que, ici, c'est bien conscient. Vous voyez? Donc là, c'est des vocalises, mais elle simule. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que nous n'avons pas beaucoup de connaissances. Ça commence juste. Mais le plus étonnant, c'est les réticences que nous avons à ce genre de travail. On nous répond toujours, moi on me dit, mais madame, foutez-nous la paix avec votre clitoris, c'est cérébral, c'est cérébral. Alors je sais bien, nous savons bien que l'orgasme est cérébral, c'est un phénomène psychique, mais alors pourquoi exciser 130 millions de patientes, de femmes dans le monde? Pourquoi les excitons si ça n'est que cérébral? D'un autre côté, je pense vous avoir montré que l'organe clitoridien, c'est un organe. Donc il a une anatomie, une physiologie, une fonction, une dysfonction, une pathologie. Pourquoi est-ce que l'organe clitoridien serait différent des autres organes du corps humain? Franchement, qu'il soit exempté de dysfonction, c'est vraiment trop de bol, c'est pas possible. Ensuite, on me dit, la faculté, les universitaires me disent, ce que tu fais n'est pas légitime, ça n'a rien à voir avec le soin, c'est du plaisir. C'est un peu oublier que 33% des femmes souffrent de dysfonction sexuelle, que ce soit de troubles de la libido, de troubles de la montée du plaisir, de troubles de l'orgasme qu'elles n'arrivent pas à atteindre, et parfois de douleurs diverses et variées lors de leur rapport sexuel. Et ça n'est pas pris en compte. Alors que par contre, la fonction masculine est prise en compte, parce qu'avec un pénis, vous pouvez uriner, vous pouvez faire l'amour, éjaculer, mais aussi vous reproduire. Et la reproduction, ça intéresse beaucoup l'université. Alors, je fais le parallélisme avec la contraception, qui dans les années 50 n'a jamais été développée par les voies académiques. Jamais l'université se serait abaissée à faire de la contraception, c'était quelque chose d'inconvenant. Et un confrère me racontait que quelquefois, chez les gynécologues, on voyait sur les portes punaisées pour la contraception, on les voir ailleurs. Donc, la médecine sexuelle me semble un petit peu féminine, me semble un petit peu souffrir de cette même aspect des choses. Parce qu'il y avait quelque chose qui se disait dans les années 50, c'est que si toutefois les femmes peuvent coucher sans risquer d'avoir un bébé, mais mon Dieu, on ne le tiendrait plus. Donc, imaginez qu'on puisse donner de l'orgasme à ces 33% de femmes qui n'en ont pas, ou optimaliser l'orgasme de celles qui en ont déjà, la Terre ne sera qu'une immense partouze et ils craignent beaucoup l'intempérance.
Alors, je voudrais terminer en citant le regretté philosophe Michel Foucault, qui avait déjà remarqué dans son Histoire de la sexualité qu'en matière de reproduction, il y avait une immense volonté de savoir, mais qu'en matière de médecine sexuelle, il y avait une volonté obstinée de non-savoir. Et je comprends mieux maintenant ce qu'il voulait dire. Il parle également de la périlleuse vérité du sexe. Et depuis que j'ai commencé ces modestes travaux en collaboration avec le docteur Pierre Foldès, et en voyant toutes ces sortes de résistances qu'on nous oppose, je comprends un peu mieux ce qu'il voulait dire par là. Voilà, je vous remercie.